fiscalité, pas par les taux de cotisation qu'on fait bouger le capitalisme. Jamais. Et donc, l'unicité du taux, pour les allocations familiales, va passer à 12% du salaire brut en 1945, 14%, pardon, non, 14% en 1946 à peu près, et 16% en 1948. C'est-à-dire qu'on unifie par le haut. Taux unique, régime unique, gestion ouvrière. Gestion ouvrière. Ça, c'est absolument central. Gestion ouvrière. Pendant 15 ans, les travailleurs élus qui élisaient les directeurs de caisse sont élus. Ceux qui ont vu d'entre vous, qui ont vu la sociale, ont vu cette scène où le président de la caisse d'Annemasse rencontre Fragonara, qui a créé, le militant de la CGT, qui a créé la caisse en 1946. Il dit, ah, vous ne feriez pas le malin hein, aujourd'hui avec votre directeur comme vous l'avez fait à l'époque. Là, nous avons des directeurs qui sont élus. Hein. Et comment est-ce qu'on construit une classe révolutionnaire? Toujours dans la responsabilité sur le travail. Toujours. Et que par la responsabilité sur le travail. C'est-à-dire sur la valeur économique. Sur la partie de l'activité qui est réputée produire de la valeur. Or, dès 1947, la classe ouvrière gère le tiers de la masse salariale. Et au début des années 60, lorsque De Gaulle met bon ordre à tout ça, bon ordre capitaliste à tout cela, l'équivalent du budget de l'État. Nous avons des travailleurs qui élisent des directeurs de caisse et qui gèrent l'équivalent du budget de l'État. Là, nous sortons de l'étrangeté vis-à-vis de la valeur, de l'étrangeté vis-à-vis du travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces travailleurs qui gèrent? Prenez la loi Croizat d'août 1946 sur les allocations familiales. Ils retournent complètement les allocs. Les allocs, c'était un sursalaire familial qui était réservé à ceux qui avaient un emploi. Des chargés de famille, non seulement chômeurs, mais en arrêt de maladie, ou retraités, n'avaient pas droit aux allocations familiales. Pas droit. Il fallait être sur son poste. La loi Croizat dissocie complètement les allocations de l'emploi et dit, parce que sinon on aurait pu faire du Rocard avec la CSG, évidemment, c'est ce que fera la classe dirigeante, évidemment, dès qu'elle le pourra, avec Rocard. Et dit, c'est du salaire. C'est du salaire, c'est pour deux gamins, 225 heures par mois, 225 heures par mois de l'Ouest de la métallurgie. À l'époque, les ouvriers spécialisés de la métallurgie ne faisaient pas 225 heures, ils en faisaient plus qu'aujourd'hui, mais pas 225, ils ne faisaient pas 2600 heures par an. C'est-à-dire que la loi Croizat pose les parents comme plus productifs que les ouvriers de la métallurgie. Or, ils n'ont pas été s'aliéner au capital pour être reconnus comme productifs. Ils sont parents. On sort la rémunération, la reconnaissance que l'on contribue à la production de valeur de l'emploi, du marché des biens et services, du marché du travail. On le sort. Deuxième dimension, deuxième branche, je cherchais le mot, deuxième branche du régime général, la santé. Et là, c'est tout à fait formidable ce que vont faire ces gestionnaires du régime général. Dans les années 50, les soins de ville ne sont pas remboursés. Ils ne sont pas remboursés. C'est pour cela que vous avez eu un socialisme ou un communisme municipal qui a créé des offices d'hygiène sociale, des centres de santé publics un peu partout, dans les mairies, pour faire face au non-remboursement des soins de ville. Et deuxièmement, les hôpitaux sont des mouroirs. Ce n'est pas du tout de la production de soins, ce sont des mouroirs, les hôpitaux. À partir des années 50, vous allez avoir une mutation absolument complète de la production de soins. Il
faut voir ce que ça représente, hein, de lier des hôpitaux qui étaient des trucs absolument minables à l'université pour créer les CHU. L'ampleur de la réforme a consisté à commencer par le cœur, hein, salarier l'élite du corps médical dans les CHU. Du corps soignant, pas que médical, bien sûr. Ensuite, les hôpitaux psychiatriques sont passés de l'aide sociale, ils relevaient de l'aide sociale jusque-là, à l'assurance maladie. Et puis tous les hospices, qui étaient là aussi des mouroirs, qui deviennent des lieux de soins avec des lits actifs, des maternités, la chirurgie, enfin un peu partout. Tout ce qui se détricote en ce moment, d'accord, hein. Mais tout cela a été mis en place par les révolutionnaires. Comment? Avec des personnels qui sont des fonctionnaires. Là, ça me permet de traiter en même temps la voie qu'avait tracée, à côté de la convention collective, la CGT, le statut de la fonction publique. Je rappelle que 1 million de fonctionnaires sont mis à pied en 1919 parce qu'ils ont adhéré à la CGT, ce qui est interdit. Il est interdit de se syndiquer quand on est fonctionnaire à l'époque. Donc vous avez une énorme bataille, complètement oubliée, tout ça, d'accord, hein, tout ça a été octroyé, tout ça est une nécessité pour le capital, enfin, il n'y a pas de classe révolutionnaire. Ça fait partie, évidemment, des choses auxquelles nous adhérons nous-mêmes, hélas, et c'est pour ça que nous sommes dans la défaite depuis 30 ans. La classe révolutionnaire qui se construit va être capable d'attribuer la qualification, non pas au poste, mais au grade. Ça, c'est l'invention de la fonction publique. Alors, ça démarre au 19e, et ça se noue entre 1906 et 1946, octobre 46, la loi Thorez, d'octobre 46, sur le statut de la fonction publique d'État. Cette fonction publique attribue la qualification non pas au poste, mais à la personne même, puisque le grade, c'est un attribut de la personne. Ça naît à l'armée, hein, c'est pour ça que le vocabulaire est militaire. Hein. Mais un capitaine, il est capitaine, c'est sa personne. Dans sa personne, il est capitaine jusqu'à sa mort d'ailleurs. La qualification, c'est-à-dire le fondement du salaire, c'est un attribut de la personne. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Il change de salaire s'il change de grade. Enfin, il y a aussi l'avancement d'ancienneté, bien sûr, mais il change de salaire s'il change de grade. Et le grade, c'est ce qui se substitue à l'emploi. Un fonctionnaire, il n'a pas d'emploi, il a un grade. Ce n'est pas son poste qui est le support de sa qualification et de son salaire, c'est son grade. La haine de classe de la bourgeoisie vis-à-vis de travailleurs qui ne sont plus étrangers au travail, puisque ce n'est plus l'aléa du marché du travail qui les reconnaît comme travailleurs. Ils sont reconnus comme travailleurs à vie, puisque dans la foulée de ce statut, la pension, c'est la poursuite du dernier salaire. Pourquoi? Parce que le grade ne s'éteint pas avec la fin du service. Là, nous sommes dans la sortie de l'aliénation du manuscrit de 44. Là, nous sommes dans un statut communiste de la personne. Le communisme, ce n'est pas une visée, ce n'est pas un projet pour demain. Le communisme, nous disent Marx et Engels dans l'idéologie allemande, c'est le mouvement réel de sortie de l'état des choses, de changement de l'état des choses. Le communisme, c'est le mouvement réel par lequel une société sort du capitalisme. Le communisme est commencé, bien sûr. Toutes les sociétés capitalistes sont en train de construire le communisme, chacune à sa façon. En France, je suis en train de décrire la façon dont nous construisons le communisme, en attachant le salaire à la personne. Là, on change complètement le statut du travailleur. Un mode de production, c'est un régime de propriété de l'outil dont je ne parlerai pas parce que je n'ai pas le temps. Et d'autre part,
un statut du travailleur. Voilà les deux éléments d'un mode de production. La bourgeoisie, elle a remplacé la propriété aristocratique par la propriété lucrative de l'outil de travail. Elle a remplacé le serf par l'individu libre sur le marché. Eh bien, les communistes, enfin, plus exactement la classe qui assume le passage au communisme, que je qualifie de salariat, parce que c'est autour du salaire que tout ça s'est construit, le salariat est en train de remplacer la propriété lucrative et l'individu libre sur le marché par la propriété d'usage, mais ça ce sera pour une autre fois, faites-moi revenir si ça vous intéresse, et par le salaire à la qualification personnelle. On sort le travailleur du chantage à l'emploi, s'il est employé, ou de l'aléa du marché des biens et services, s'il est travailleur indépendant. Donc, la force des révolutionnaires communistes, parce que le Parti communiste a été révolutionnaire, bien sûr. La révolution, c'est le changement du mode de production. Le Parti communiste et la CGT ont été en mesure de construire une offre de soins avec des travailleurs payés à la qualification personnelle, des fonctionnaires, avec des travailleurs indépendants libérés de la réussite marchande, de la performance marchande peut être reconnue. C'est le conventionnement en 61 des libéraux de santé avec l'assurance maladie, qui libère de la logique marchande des travailleurs qui sont indépendants. Donc là, c'est un statut communiste du travailleur indépendant que le statut libéral. Évidemment, en supprimant la convention de secteur 2, les dépassements d'honoraires, etc. Mais sachons voir le communisme là où il est. Hein. C'est-à-dire ce qui libère les travailleurs de l'aléa du marché du travail ou de l'aléa du marché des biens et services. Et là, j'anticipe sur ce que pourra être une prochaine réunion avec vous, si ça vous intéresse, lors d'une prochaine année de l'Université populaire. L'outil de travail va être financé par subvention. Et là, nous sommes également dans une institution communiste. Supprimer le crédit, remplacer le crédit par la subvention. Vous voyez, l'étrangeté du travail à nos vies, que Marx exprime aussi bien dans le texte de 1944. Elle a deux manifestations. Un, le fait que le travail, c'est une forteresse dans laquelle on rentre par une insertion. Il faut s'insérer. On est maintenant dans les collèges et les lycées à former les jeunes à leurs compétences d'orientation. Et Parcoursup, il y a évidemment mettre la cerise sur le gâteau de l'affaire. Il faut construire depuis la 6e son parcours d'orientation. Là, nous sommes dans l'aliénation capitaliste complète. Ce n'est pas moi qui suis porteur d'un projet, c'est le marché du travail qui en décide. Et on intériorise chez les gamins, hein, en leur faisant visiter des salons d'orientation, etc., on leur fait intérioriser cette aliénation. Par les notes aussi, hein, parce que si pendant 10 ans, vous récupérez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de bienveillance, ça donne quoi au bout de 10 ans? La conviction que vous n'êtes pas digne. Et ça, l'étrangeté au travail,
a besoin de la conviction des travailleurs qui ne sont pas dignes. Qu'ils acceptent d'être en permanence suspects. Le communisme, c'est au contraire ce qui confirme les personnes dans leur rapport au travail. Et pour cela, qui fait du salaire à la qualification et non pas au besoin. Qui fait du salaire à la qualification un attribut de la personne. Là, on change le statut du travailleur. On fait du salaire un droit politique. Et aller au bout de ça, je conclus, aller au bout de ça, ben c'est mener une toute autre bataille sur le statut des cheminots. Hein. Si vous dites, ben, les cheminots, ils ne sont pas aussi privilégiés qu'on veut bien le dire. Alors là, vous vous tirez une balle dans le pied. Ça veut donc dire que le statut, c'est de la merde. Ou alors, ah oui, mais alors, oui, mais attendez, ils ont des sujétions spéciales qui justifient le statut. Ah bon? Vous connaissez beaucoup de travailleurs qui n'ont pas de sujétion spéciale et qui n'ont pas de statut? C'est inaudible, ça. Qu'est-ce que c'est qu'une bataille offensive sur les statuts? Parce que la fonction publique, les cheminots arrivent après France Télécom et après l'EDF, et la suite, c'est les fonctionnaires. Alors, on peut être dans une logique d'organisation permanente de manifs pour des batailles perdues. Moi, bon, voilà, nous en sommes là. Hein. Mais on peut être dans une toute autre logique, hein, dans laquelle nous nous adressons aux travailleurs, non pas en disant « les services publics sont en danger », mais en disant il y a déjà 17 millions de plus de 18 ans qui ont un salaire lié à leur personne. Et si tous les plus de 18 ans avaient un salaire lié à leur personne, là on est à l'offensive, on n'est pas sur la défensive. 17 millions qui ont un salaire lié à la personne. Les fonctionnaires, 5,5 millions. Alors que un salaire lié à la qualification personnelle. Alors on va dire, oui, mais ce n'est pas lié à la personne dans le sens où s'ils sont habitants, ils ont un salaire habitant, et s'ils démissionnent, ils n'ont plus de salaire. Ben oui, évidemment, le communisme ne se construit pas en 5 minutes. Ce qu'il faut voir, c'est la nouveauté inouïe qu'il y a à lier la qualification au grade et non pas au poste. C'est pour ça que vous avez une telle entreprise de la part de la bourgeoisie de faire des dotations, des masses financières aux établissements pour que ce soit le poste qui devienne le titulaire du salaire et non plus la personne. Qui multiplie les primes, qui refuse de négocier le point, parce que le point, c'est le point d'indice, c'est-à-dire de la qualification du grade. Alors que si les primes sont liées au poste, d'accord, tout ça est parfaitement compréhensible, c'est assez facile à comprendre, mais on ne peut en finir avec des luttes défensives qui sont forcément défaites. Dès qu'on se bat sur la défensive, on est défait. Et nous avons 30 ans de défaite parce que 30 ans de lutte défensive. On ne peut sortir de la lutte défensive que si on se bat pour la généralisation à tous, dès 18 ans, du salaire à la qualification personnelle. Là, ça suppose une socialisation de la valeur, ça suppose une hausse du taux de cotisation que nous ne revendiquons plus du tout, puisque nous sommes sur la funeste revendication de la modulation, depuis maintenant près de 30 ans, plus de 30 ans hélas. Et ça suppose donc une bataille pour le doublement du taux de cotisation. Le taux de cotisation, il est passé de 28% du salaire brut en 1944 à 65% du salaire brut en 1979. Il est toujours à 65%, il est à 66%, il n'a pas bougé. Il fait plus que doubler en 35 ans, il ne bouge plus depuis 40 ans avec notre complicité tacite, puisque nous ne revendiquons pas. Moi, je fais de l'archive, je ne connais pas de tract de la CGT au Parti communiste des années 50-60 qui ne disent hausse du salaire brut, hausse du taux de cotisation. Hausse du salaire brut pour que la hausse de cotisation n'ait pas d'effet sur le salaire net. Tous les tracts, qu'on cause de n'importe quoi. Il y a une bataille sur la socialisation de la valeur dans le régime général pour que nous puissions continuer à dissocier le salaire de l'emploi. J'en ai fini.